Salut à tous. Nous allons faire une vidéo aujourd'hui qui parle donc de logistique internationale. Maintenant, lorsqu'on parle de logistique internationale, donc il faut simplement comprendre qu'il y a forcément donc la présence d'un contrat de vente à l'international, n'est-ce pas? Alors, nous allons d'abord voir c'est quoi un contrat de vente. Donc, un contrat de vente, donc c'est une convention par laquelle une personne appelée vendeur transfère la propriété d'un bien à un acheteur qui doit en payer le prix convenu dans les conditions stipulées donc par le contrat. Alors, il y a la présence donc de deux acteurs dans ce contrat. Il y a un vendeur, n'est-ce pas, qui propose un bien à un acheteur donc qui accepte ce bien moyennant donc le paiement d'un prix. Maintenant, tout cela donc normalement est convenu donc dans les conditions que le contrat prévoit. Alors maintenant, quand est-ce que le contrat de vente donc revêt un caractère international? C'est ce que nous allons voir. Le contrat de vente donc revêt un caractère international donc lorsque les deux protagonistes, à savoir le vendeur et l'acheteur, sont situés sur le territoire de deux États différents. Comme ils sont situés sur le territoire de deux États différents, ils sont forcément confrontés à pas mal de contraintes. Ils sont donc confrontés certainement à des langues différentes. Ils sont confrontés donc à des cultures différentes. Ils sont confrontés à des monnaies différentes. Supposons une vente entre un Chinois et un Sénégalais. Donc le Chinois, sa monnaie, donc c'est le yuan. Le Sénégalais, donc sa monnaie, n'est-ce pas, c'est le franc CFA. Donc les deux protagonistes sont confrontés donc à un problème de monnaie. Il faudrait alors forcément donc qu'il y ait, n'est-ce pas, une monnaie pour ce contrat. Les deux parties sont confrontées à des pratiques différentes, à des réalités différentes. Ce qui se passe, n'est-ce pas, au port de Shanghai peut différer de ce qui se passe donc au port autonome de Dakar, n'est-ce pas? Les deux protagonistes sont également confrontés à des réglementations et des législations différentes. Alors, ce qui veut dire que conclure un contrat de vente à l'international nécessite une grande précaution. Généralement, le contrat de vente est formé lorsqu'il y a une offre suivie d'une acceptation. L'offre donc est faite par le vendeur, l'acceptation, n'est-ce pas, donc émane de l'acheteur. Maintenant, dès qu'il y a accord entre les deux parties, le contrat est formé, ce qui veut dire simplement que l'écrit n'est ni une condition de validité du contrat, ni une condition d'existence, il ne sert que de preuve. Mais toutefois, il est vivement recommandé que les deux parties, n'est-ce pas, que le contrat prenne une forme écrite afin que les deux parties puissent se constituer une certaine garantie en cas de litige. Donc, on continue. Alors, on va voir maintenant les conditions de formation d'un contrat de vente à l'international. C'est des conditions, n'est-ce pas, qui sont communes à tous les contrats commerciaux. Vous avez donc la première condition de consentement. Le consentement, c'est que c'est l'accord entre les deux parties. Maintenant, ce consentement-là aussi, il doit être éclairé. Il doit être, n'est-ce pas, exempt de vice de consentement, comme l'erreur, comme la tromperie, n'est-ce pas, comme le dol. Il y a également l'objet du contrat. L'objet, n'est-ce pas, c'est le bien sur lequel porte le contrat. Il doit avoir aussi un caractère donc licite. Il est interdit donc de commercer sur des produits qui sont prohibés à titre absolu, par exemple. Vous avez donc la cause du contrat, c'est aussi une cause qui doit être donc licite. Le contrat donc doit être dépourvu de contraintes, contraintes de corps par exemple, ou bien contraintes même morales. La capacité donc des parties contractuelles. Les deux parties donc doivent jouir de toutes leurs facultés juridiques. Les caractères du contrat de vente, c'est aussi des caractères qui sont communs à tous les contrats commerciaux. Le premier caractère donc c'est le caractère consensuel. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que le contrat est animé par la liberté contractuelle donc des deux parties qui sont libres même d'insérer dans leur contrat des clauses. Mais cette liberté contractuelle donc n'est pas sans limite, parce que simplement il y a des clauses qui sont valables, il y a des clauses qui ne le sont pas. Vous avez le caractère synallagmatique. Alors, le caractère synallagmatique veut simplement dire que le contrat est à obligation réciproque. Le vendeur a des obligations vis-à-vis de l'acheteur, l'acheteur aussi a des obligations vis-à-vis du vendeur. L'obligation principale du vendeur, donc, c'est de livrer. Le vendeur est toujours tenu à une obligation de livraison. Maintenant, il le fera quand et où? Certainement, donc, on va le voir avec les incoterms.
l'acheteur, lui, il est tenu à une obligation donc de règlement parmi tant d'autres. Mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que donc le caractère synalagmatique signifie simplement que le contrat est à obligation réciproque. Vous avez également le caractère d'adhésion. Le caractère d'adhésion, en fait, cela montre simplement que l'une des parties adhère peut-être aux conditions de l'autre. Ce qui veut dire que donc l'une des parties n'a aucune marge de manœuvre sur les termes donc du contrat. Vous voyez, parce que dans un contrat, généralement, il y a une partie forte et une partie faible. Et la partie forte veut toujours avoir le dessus sur la partie faible, quitte à insérer même dans le contrat donc des clauses au détriment de l'autre partie, n'est-ce pas? Alors si on dit donc caractère d'adhésion, c'est parce que l'une des parties n'a aucune marge de manœuvre donc dans le contrat, il n'a aucun pouvoir donc de négociation. On va voir maintenant le contenu du contrat de vente international. Lorsque le contrat est manifesté par un écrit, certaines mentions doivent y figurer. La désignation respective donc des parties au contrat, donc leur nom, leur adresse respective, donc leur filiation, n'est-ce pas, donc le linéa, le risque de commerce, peut-être donc les références bancaires, et les représentants donc respectifs, n'est-ce pas, des deux entreprises. Vous avez donc l'objet du contrat, c'est le bien sur lequel porte le contrat. Il doit être déterminé en termes donc de nature, en qualité, en quantité, en nombre, en poids, en volume, de type d'emballage. Tout ça donc c'est mentionné, n'est-ce pas, donc dans l'objet du contrat. Le prix, alors ce prix-là, il est toujours accompagné donc d'un Incoterms. Incoterms, n'est-ce pas, pour anticiper, c'est International Commercial Terms, c'est les termes, n'est-ce pas, donc du commerce international, ou bien conditions du commerce international, conditions de vente. Vous avez donc les modalités d'expédition. Donc les modalités d'expédition, il y a donc un choix certainement opéré sur le mode et le moyen de transport. Est-ce que la marchandise va voyager par mer? Est-ce que la marchandise donc va voyager par air? Donc tout ça c'est défini, n'est-ce pas, donc dans les modalités donc d'expédition. Vous avez donc les modalités donc de règlement. Alors en tout état de cause, il faut savoir que il faut toujours trouver un mode de règlement qui permet donc de sécuriser les transactions. Il faut certainement donc faire un paiement par lettre de crédit, autrement dit crédit documentaire. Vous avez donc la garantie. Par exemple, si vous avez donc des matériaux électroménagers que vous achetez à l'étranger, il faut certainement une garantie, n'est-ce pas? Il faut donc une garantie en termes donc d'étendue, également en termes de durée. Le tribunal compétent en cas de litige, est-ce que c'est un tribunal qui est situé donc, n'est-ce pas, dans le pays du vendeur? Est-ce que c'est un tribunal qui est situé donc dans le pays de l'acheteur? Ou bien est-ce qu'un tribunal donc qui est situé donc ailleurs? L'essentiel, il faut donc un tribunal compétent, n'est-ce pas, en cas de litige. La loi applicable donc au contrat aussi, il faut impérativement donc l'intégrer dans le contrat. Alors, le principe de la loi applicable et du tribunal compétent reste, n'est-ce pas, sous le principe de la liberté contractuelle donc les deux parties, etc. Donc, etc. N'est-ce pas? Alors, avant d'envisager un transfert de marchandises à l'international, il importe de se poser donc la question suivante. À partir donc de quel moment les frais et les risques sont-ils transférés donc du vendeur à l'acheteur? À partir de quel moment les frais et les risques sont-ils transférés du vendeur à l'acheteur? Lorsque les marchandises donc quittent les locaux du vendeur, par exemple en Chine, pour arriver donc, n'est-ce pas, dans les locaux de l'importateur sénégalais, donc ici à Dakar, ce qui est sûr et certain, c'est que donc il y a une panoplie, n'est-ce pas, donc de frais qu'il faut supporter. Qui va s'en occuper? Est-ce que c'est le vendeur ou bien est-ce que c'est l'acheteur? On sait que ces marchandises aussi sont exposées à pas mal de risques donc pendant le transport principal, par exemple. Supposons que la marchandise voyage par mer. On sait que donc le transport maritime donc n'est pas sans risque. Donc il va supporter, n'est-ce pas, donc une perte au cas où, par exemple, le navire, n'est-ce pas, connaîtrait un naufrage. Est-ce que c'est le vendeur? Est-ce que c'est l'acheteur? Donc c'est autant de questions qu'il faut se poser avant d'envisager un transfert de marchandises à l'international. Alors, pour répondre à cette question, la Chambre de commerce internationale publie une série de règles internationales plus connues sous l'appellation d'Incoterms. Bien que facultatifs, les Incoterms se codifient en 3 lettres et libellés en anglais sont les termes commerciaux les plus utilisés dans le monde. Ainsi, en choisissant un Incoterms dans leur contrat, le vendeur et l'acheteur réduisent considérablement l'incertitude inhérente aux transactions commerciales internationales en répartissant clairement entre eux les frais et les risques.
De plus, les incoterms précisent les obligations documentaires du vendeur parce que chaque fois, donc quel que soit l'incoterms qui est choisi, le vendeur a l'obligation de délivrer certains documents donc à l'acheteur. Et ces documents-là, l'acheteur en aura même besoin aussi pour ses formalités donc dans son pays, ou bien même pour des formalités donc dans le pays de l'exportateur. Donc de plus, les incoterms précisent les obligations documentaires du vendeur et dissocient la question de transfert de risque à celle de transfert de propriété. Concrètement, les incoterms permettent de savoir qui prend en charge les frais de manutention, les frais d'emballage, les frais d'acheminement, l'assurance transport, les postes acheminement, le transport principal, n'est-ce pas, etc., etc. Parce que donc la liste n'est pas exhaustive. Bon, c'est vrai qu'il y a des frais qui sont systématiques. Quoi qu'il en soit, on sait que donc il y a des frais de dédouanement par exemple, à payer. Parce qu'on sait qu'une marchandise, lorsqu'elle sort d'un pays, elle doit être dédouanée. Et lorsqu'elle entre donc dans un pays, donc elle doit être dédouanée. Parce que le dédouanement donc, a un caractère obligatoire. Donc, c'est des frais qui sont systématiques. Mais donc, il y a pas mal de frais également qui peuvent survenir donc, pendant l'expédition. Donc, ce qui veut dire simplement que la liste donc, des frais n'est pas exhaustive. N'est-ce pas? Voilà, donc on va s'en arrêter à ça. Donc je vous remercie donc de m'avoir suivi, donc n'est-ce pas, donc sur cette vidéo.